Eh bien, bonjour à tous et tous ceux que je n'ai pas vus sur cette fête de l'arbre, 18e fête de l'arbre. Donc nous avons eu le plaisir et l'honneur d'avoir le conférencier Marc Dufumier hier qui nous a parlé de l'agriculture de demain. Et aujourd'hui, Véronique Sartou de Cirfis, de l'association, enfin de l'entreprise Cirfis, qui va nous développer comment utiliser la biodiversité pour protéger nos vergers, nos jardins et les autres cultures. Donc je vous souhaite une bonne après-midi en sa compagnie et je lui laisse la parole et puis peut-être une présentation un peu moins succincte. Voilà. Merci Evelyne. Oui, bonjour à tous. Alors, donc Véronique Sartou, moi je suis agronome de formation. J'ai même travaillé dans l'industrie phytosanitaire, donc pour vous dire que je connais bien le sujet. Et donc j'ai monté un bureau d'études qui est spécialisé dans les relations agriculture-environnement, ce qu'on appelle l'agroécologie maintenant. Et donc je vais vous parler un petit peu de l'intérêt de cette biodiversité et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour protéger les jardins, les vergers, les cultures. Alors, pour commencer, un petit rappel sur la biodiversité et sur son lien avec l'espace agricole. Alors, l'espace agricole, on l'appelle l'agroécosystème pour dire que c'est un système écologique avec une action de l'homme. Il faut savoir qu'en Europe, on va retrouver 75% de la biodiversité dans cet espace-là, hein, donc les champs et tout ce qu'il y a autour. Et on va y retrouver la majorité des espèces menacées. Alors, c'est quelque chose d'assez paradoxal, c'est là qu'il y a le plus de biodiversité, donc évidemment c'est là qu'on retrouve beaucoup d'espèces menacées, mais ce qu'il faut voir c'est que les agriculteurs ont une responsabilité double vis-à-vis de cette biodiversité, c'est-à-dire que c'est au cours du temps, c'est eux qui ont créé en grande partie cette biodiversité par leur façon de travailler, par la façon dont ils ont façonné le paysage. Si on n'avait que des forêts, on aurait une biodiversité qui serait évidemment beaucoup plus faible que celle qu'on a actuellement sur notre territoire. La biodiversité aussi dans le monde, c'est 300 000 espèces non domestiques qui sont impliquées dans la production agricole. Donc des espèces qui, d'une manière ou d'une autre, vont rendre un service bénéfique à la production agricole. Alors on va en voir certains exemples. Un exemple pour commencer, un exemple justement de biodiversité non bénéfique, les pucerons. Alors ici, vous avez une illustration, c'est le puceron cendré du chou. Le puceron cendré du chou, une femelle, elle pèse 0,35 mg. Donc vous voyez, c'est vraiment tout petit. Chez les pucerons, pas besoin de mâle pour faire des petits. Donc au bout de 5 mois, soit 12 générations, vous avez 510 puissance 19 individus, soit 250 tonnes de pucerons. Alors, heureusement, il y a des facteurs limitants à l'expansion de ces populations de pucerons. Et facteurs limitants, ça va être les ressources alimentaires. S'il n'y a pas assez à manger pour nourrir tous les pucerons, il n'y aura pas 250 tonnes de pucerons. Ce sont les facteurs climatiques. S'il pleut, les pucerons sont lessivés et tombent à terre. Il y en a un certain nombre qui meurent avant de remonter sur la plante. S'il fait trop chaud, trop sec, la sève n'est plus accessible pour les pucerons, donc ils vont mourir de faim, etc., etc. Et puis, il y a un troisième facteur limitant, ce sont les ennemis naturels. Ces ennemis naturels, leur rôle est très difficile à évaluer, parce qu'en fait, on voit qu'ils étaient actifs, qu'ils avaient une efficacité le jour où ils ont disparu. Donc c'est quand même assez dommage. Alors pour essayer de voir ça, les chercheurs, par exemple, ils ont mis au point un certain nombre de dispositifs qu'on appelle des cages ou des barrières d'exclusion, c'est-à-dire on va mettre une petite parcelle de culture sous un tulle pour empêcher que tout ce qui arrive par en haut vienne manger les pucerons, ou avec des barrières au niveau du sol pour empêcher que tout ce qui vient par le sol vienne manger les pucerons. Et puis on regarde ce qui se passe. Alors voilà le genre de choses qu'on peut voir, c'est que par exemple dans cette étude-là, lorsqu'on enlève les prédateurs qui arrivent par le sol, on a une augmentation de population de 55%. Quand on enlève les prédateurs qui arrivent en volant, eh bien la population augmente de 94%. Donc vous voyez que, par exemple pour les pucerons, les prédateurs qui soient volants ou au niveau du sol n'ont pas la même efficacité. On en reparlera tout à l'heure. Ici, c'est un autre exemple, on a enlevé sur les populations de pucerons les prédateurs qui ne mangeaient pas que des pucerons.
Et on voit que la population, elle augmente, mais elle augmente, entre guillemets, que de 34%. Et pour terminer, si on enlève les prédateurs qui sont spécifiques des pucerons, eh bien on voit dans cette étude qu'on a une augmentation de 600%. Donc vous voyez, pour les pucerons, qu'est-ce qu'il faut si on veut avoir des prédateurs ou des insectes qui vont s'occuper de ces insectes nuisibles, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait dans l'environnement? Il faut qu'on ait des prédateurs plutôt volants et qui mangent quasiment que des pucerons. Ça tombe bien, c'est assez facile à faire, donc je vous le montrerai par la suite. Alors, lorsqu'on parle de biodiversité, c'est toujours embêtant parce que c'est quelque chose qui n'a pas de réelle valeur économique, et quand vous voulez discuter avec notamment des politiques, ne pas avoir de valeur économique, c'est toujours embêtant, parce que là on va vous dire oui, oh, les petites fleurs, les petits oiseaux, les petites abeilles, vous êtes gentils, mais bon, on va passer à des choses sérieuses. Alors ça, c'est une étude qui a été faite par les Américains pour essayer de donner une valeur économiques aux services qui sont rendus par la biodiversité à la production agricole principalement. Alors, le recyclage de la matière organique, c'est 760 milliards de dollars par an. L'écotourisme, c'est quand on va voir un safari, quand on fait un safari photo au Kenya ou quand on va dans un gîte panda, par exemple, chez nous. 500 milliards. La pollinisation des cultures. Alors, la pollinisation des cultures, c'est pratiquement 70% des espèces cultivées qui ont besoin de la pollinisation, essentiellement par les insectes, mais c'est seulement un tiers de la nourriture. Ça représente quand même 200 milliards de dollars. Une autre étude qui a été faite par des Européens dit 153 milliards d'euros. Donc vous voyez, on est à peu près autour de 10% de la valeur alimentaire de la planète. Donc c'est un service non négligeable rendu par la biodiversité. La séquestration du carbone, 135 milliards de dollars. La destruction de produits chimiques, 121. Le contrôle des ennemis des cultures. Alors dans cette étude américaine, le contrôle des ennemis des cultures, ce que je vous expliquais avec mon exemple du puceron, c'était 100 milliards de dollars. Il y a une autre étude qui a dit 700 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'on a une échelle de valeur qui est très très large. On pense quand même qu'on est plus près des 700 milliards de dollars que des 100 milliards de dollars. Donc le service que rendent les auxiliaires des cultures pour protéger les cultures sans qu'on ait besoin de s'en préoccuper, sans qu'on ait besoin d'utiliser tel ou tel produit phytosanitaire d'origine chimique ou naturelle. La fixation d'azote, 90 milliards de dollars. La chasse, la pêche, le bois ou les médicaments, ça tourne autour de 85 milliards de dollars. Donc vous voyez que ça fait quand même des chiffres qui sont conséquents. Les valeurs, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, mais ça permet de donner une idée de ce que la biodiversité peut apporter à l'économie, entre guillemets, par les services qu'elle rend. Alors cette biodiversité, qu'on va appeler la biodiversité ressource, puisque c'est une biodiversité qui va apporter une valeur ajoutée à la production agricole. Cette biodiversité ressource, on va la scinder en deux, on va dire. D'abord, une biodiversité du sol et une biodiversité aérienne. Et cette biodiversité du sol, alors qu'on va avoir essentiellement ou principalement des décomposeurs, vers de terre, champignons et bactéries. Et la biodiversité aérienne, on va avoir des pollinisateurs, sauvages ou domestiques, et ce qu'on appelle des auxiliaires au sens strict, protection des cultures, prédateurs, parasitoïdes ou parasites. Alors, juste sur les décomposeurs et sur la biodiversité qu'il y a dans le sol. La biodiversité qu'il y a dans le sol, c'est une biodiversité qui est très mal connue. Alors, vous connaissez tous les vers de terre. Ces vers de terre, vous en avez de plusieurs catégories, 3 grandes catégories de vers de terre, qui vont faire des galeries principalement horizontales pour les vers de terre qu'on appelle épigées, qui sont plutôt en surface, on va dire 0,10 cm, ou pour les vers de terre endogés, qui sont des vers de terre qui sont en dessous de 20 cm. Et vous avez une catégorie de vers de terre la plus connue, qui sont les vers de terre anéciques, qui sont des vers de terre qui font des galeries verticales entre la surface et puis ils descendent, tant qu'il y a du sol, à la limite, ils sont capables de descendre. Et donc ces vers de terre vont avoir un rôle non négligeable
pour la dispersion de la matière organique dans le profil de sol, et donc pour la nutrition des plantes. Un ver de terre, c'est un tube digestif. Il a une bouche à l'entrée et il a un anus à la sortie, et vous avez un transit qui se fait. À l'intérieur du tube digestif du ver de terre, eh bien, vous avez des enzymes, vous avez des bactéries qui vont aider les vers de terre à digérer tout ce qu'il y a. Et à la sortie, vous allez avoir un mélange de terre fine, parce que le ver de terre, il ingère, en même temps qu'il ingère de la matière organique, il ingère de la terre fine, des bactéries vivantes et mortes, et puis plein d'éléments minéraux. Le ver de terre, il va se servir de ces déjections pour tapisser ses galeries. Alors, les vers de terre anéciques, ils font les turicules que vous voyez en surface du sol, voilà, qui est de la terre qui est extrêmement riche en éléments minéraux. Mais ils vont se servir aussi de ces déjections pour faire tapisser leur galerie, ce qui veut dire que quand une plante envoie une racine dans une galerie de vers de terre, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout de suite, elle va mettre plein de poils absorbants tout autour pour récupérer tous les éléments minéraux qui sont là. Donc les vers de terre vont concourir, entre autres, à nourrir de manière minérale les plantes. Mais il n'y a pas que les vers de terre dans le sol. Alors, dans un sol en bonne santé, riche en matière organique, des sols de prairie par exemple, vous pouvez avoir jusqu'à 4 tonnes de vers de terre à l'hectare. Donc ça vous imaginez, ça vous fait au moins 5 vaches à la surface. 5 vaches à la surface, c'est quelque chose qu'on appellerait du surpâturage. C'est vraiment de l'agriculture intensive, là, 5 vaches à l'hectare. Là, parce qu'on estime que c'est 1,4 vaches à l'hectare. On est dans des chargements, comme on dit, qui sont acceptables. Vous imaginez 5 vaches à l'hectare, mais c'est en dessous et c'est les vers de terre, et eux, ils vont nourrir. Et eux, ils ne vont pas compacter le sol, mais ils vont décompacter le sol. Ils vont permettre à l'eau, à l'air de s'infiltrer dans le sol. Ils vont donner une structure à ce sol. Alors, ils ne sont pas les seuls pour donner une structure dans le sol. Il y a aussi tout un tas de micro-organismes, comme des bactéries, comme des virus, comme des champignons. Et parmi les champignons, vous avez, alors bactéries, virus, champignons, vous avez des organismes qui sont utiles et vous avez des organismes qui sont nuisibles. Mais lorsque vous avez une vie qui est très forte dans le sol, vous avez un équilibre qui se produit et en règle générale, vous n'avez pas beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez des bactéries comme des pseudomonas par exemple, qui sont des bactéries qui sont capables de manger des bactéries qui vont causer des maladies aux plantes. Donc si elles sont présentes dans les sols, elles maintiennent un certain équilibre et du coup les bactéries pathogènes ne sont pas présentes. Vous avez des champignons comme les trichoderma, qui sont des champignons qui vont manger d'autres champignons. Et donc, ils vont parasiter les champignons pathogènes et ils vont les faire disparaître de la sphère racinaire. Et vous avez une autre grande catégorie de champignons, des champignons très particuliers, qui sont les champignons mycorhiziens. Ce qu'on appelle mycorhize en général, mais mycorhize, c'est l'association en fait entre le champignon et la plante. Alors, il faut savoir que la grande majorité des plantes cultivées sont associées à des champignons mycorhiziens. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la plante fait des racines, elle envoie dans le sol tout un tas de composés. Et ces composés sont perçus par les champignons mycorhiziens et les champignons mycorhiziens vont pousser pour aller à la rencontre de la racine. Et alors, vous avez deux stratégies. Soit on pénètre à l'intérieur de la racine. Et alors, dans un premier temps, la plante, quand il y a un intrus qui pénètre à l'intérieur de la racine, elle se défend un peu. Puis elle comprend vite que le champignon qui est rentré, il n'a pas du tout l'intention d'aller plus loin et il se contente de rester là en association dans la racine. Ou alors, le champignon va faire un manchon autour des racines. Le principe est le suivant, puisque c'est une association, c'est une symbiose, c'est une association à bénéfice réciproque. Les champignons, pour se développer, n'étant pas capables de faire de la photosynthèse, ils ont besoin d'aller chercher tout un tas de molécules complexes qui ne sont pas capables de synthétiser, chose que font les plantes. Mais en contrepartie, le champignon va fournir d'autres éléments dont la plante a besoin. Et notamment, les plantes ont une capacité restreinte à aller chercher du phosphore et de la potasse dans les sols, parce que ce n'est pas biologiquement disponible. Les champignons mycorhiziens ont des enzymes qui leur permettent d'extraire ce phosphore et cette potasse. Ce qui fait que quand vous avez un sol qui est riche en mycorhizes, que vous avez des bonnes associations mycorhiziennes,
eh bien à ce moment-là, vous avez une nutrition en phosphore et en potasse qui peut être suffisante. Alors vous avez des sols qui n'ont pas suffisamment de phosphore et de potasse, mais c'est relativement rare, c'est notamment surtout les sols sableux. La plupart des plantes, je vous le disais tout à l'heure, sont capables d'avoir des associations mycorhiziennes, sauf les crucifères, hein, donc tout ce qui est en production, les choux, hein, en jardinage par exemple. Sinon, vous avez d'autres plantes qui ne sont pas associées, comme les betteraves et comme les épinards, par exemple. Mais tout ce qui est autre production végétale, les arbres notamment, sont très bien associés avec des champignons mycorhiziens. Donc, plus on a de matière organique dans les sols, plus on favorise ces associations mycorhiziennes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on fait trop de fertilisation à base de phosphore, on va défavoriser les mycorhizes. De même, lorsque dans une rotation, alors que ce soit dans un jardin ou que ce soit en production agricole, si on a trop de crucifères dans la rotation, eh bien, à ce moment-là, ou si on a trop de betteraves et autres dans la rotation, à ce moment-là, on a des problèmes parce que les mycorhizes supportent très mal des rotations très chargées avec ces plantes-là. Donc ça veut dire aussi faire attention à, quand on fait des associations, faire attention à ce qu'on met, quand on fait des rotations, faire attention à ce qu'on met dans les jardins. Alors, on va passer ensuite aux auxiliaires aériens. On va commencer par les pollinisateurs. Alors, pour moi, les pollinisateurs sont des auxiliaires, au même titre que ceux qu'on appelle les auxiliaires d'habitude. Ce sont des auxiliaires de production, et puis vous avez des auxiliaires de protection. Les principaux pollinisateurs chez nous, ce sont des hyménoptères, donc c'est le groupe, la famille des bourdons, des abeilles. Alors, bourdons et abeilles sauvages, mais vous avez aussi les abeilles domestiques. Mais il ne faut pas l'abeille domestique n'est pas forcément le principal pollinisateur. C'est un pollinisateur important. C'est celui pour lequel on voit le plus les effets d'une production agricole trop intensive. Mais il faut bien se rendre compte que si on voit disparaître des colonies d'abeilles, les insectes sauvages, eux aussi, souffrent de ces choses-là. Et ils souffrent non seulement des traitements que peuvent avoir effectués un jardinier ou un agriculteur, mais ils souffrent également du manque de nourriture. Parce que y a de moins en moins, même si on revient un peu en arrière, mais il y a moins en moins de fleurs tout au long de l'année, parce qu'on fauche les bords de route, parce qu'on désherbe correctement bien son jardin ou son verger, qu'il y a plus de... Et puis si on ne désherbe pas, si on laisse enherber, on ne laisse pas fleurir de peur qu'on ait des graines qui viennent déranger, entre guillemets, la production. Et du coup, ces insectes-là, qui se nourrissent pour beaucoup de pollen et de nectar, eh bien, vont avoir du mal à se nourrir et du mal à passer ensuite l'hiver ou l'été. Alors, si les insectes sont pollinisateurs, c'est parce qu'ils se nourrissent de pollen et de nectar. Et donc, c'est une évolution, ce qu'on appelle une coévolution, entre les plantes et leurs pollinisateurs, pour l'une fournit à manger aux pollinisateurs et l'autre transporte le pollen. Pourquoi est-ce que les plantes fabriquent du nectar ? Eh bien, c'est principalement pour nourrir ces pollinisateurs. Le nectar, il est souvent caché, caché au fond de la corolle. Alors, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à aller cacher ça au fond d'une corolle extrêmement profonde, où ne vont pouvoir venir, par exemple, que des papillons ou de tout petits insectes qui sont capables de rentrer à l'intérieur de la corolle pour aller boire le nectar qui est au fond. Et évidemment, quand ils descendent jusqu'au fond de la corolle, quand ils ressortent, ils trimballent du pollen et ils vont aller le mettre sur une autre fleur. Donc je vous disais, principaux pollinisateurs, les hyménoptères sauvages ou domestiques, mais aussi les diptères, de très nombreux diptères, et notamment les cirphes et les taquinaires. En fait, tout insecte qui se nourrit de pollen et de nectar et qui est poilu est capable d'aller transporter du pollen. Mais vous avez des familles qui sont plus efficaces que d'autres, et notamment celle-ci. Alors ici, ce n'est pas une abeille, c'est un cirphe
qui, quand il vole à peu près comme une abeille et fait le même bruit. Donc, s'il lui ressemble, c'est bien pour des raisons de protection. Chez les cirques, vous avez ce qu'on appelle des mimétismes qui font qu'ils vont ressembler à une abeille ou une guêpe pour dire attention à leur prédateur, attention, je suis dangereux, ne me mange pas, je pique. Sauf que c'est uniquement de l'intox, c'est vraiment, c'est juste, je suis comme, mais je ne pique absolument pas. Je suis comme, mais je ne pique absolument pas. Maintenant, on va s'intéresser aux auxiliaires de protection des cultures. Et alors, un petit échantillonnage des auxiliaires qui vont aider à protéger les cultures. Et on va commencer par le plus connu, la coccinelle à 7 points. Donc, rouge avec 7 points noirs. La coccinelle à 7 points, elle se nourrit à l'état larvaire de pucerons. Et à l'état adulte, elle mange plutôt du pollen et du nectar, mais un petit peu de pucerons aussi. Alors on va dire qu'une larve de coccinelle qui a un développement qui va durer 3 semaines, 1 mois, elle va manger environ 600-700 pucerons moyens. Alors c'est déjà pas mal. La femelle de coccinelle hiverne à l'état adulte, elle commence à pondre au printemps et elle s'arrête de pondre en début d'été. Elle fait une génération par an. Donc en fait, elle aura une période d'activité qui sera le printemps, grosso modo. Deuxième catégorie de prédateurs, toujours sur pucerons, les cirfes. Et ici, un insecte que vous avez tous déjà vu dans les jardins, c'est un mimétique de guêpe. Il vole en faisant du surplace. Il vient même, les mâles sont territoriaux, donc ils viennent même vous observer si vous arrivez sur leur territoire, ils viennent voler en face de votre nez en train de regarder et dire bon, est-ce qu'il y a danger, est-ce que c'est un concurrent ou pas, Il va venir vous observer comme ça. Et chez cette espèce-là, Epicirphus balteatus, les femelles pondent dans les colonies de pucerons, alors que dans le cas de la coccinelle à 7 points, la coccinelle à 7 points va pondre un groupe d'œufs à proximité d'une colonie de pucerons ou dans un endroit où normalement il devrait y en avoir. Ce qui fait que les larves qui vont sortir des œufs de la coccinelle, soit elles vont trouver des pucerons, elles vont manger les pucerons, soit il n'y aura pas de pucerons, elles vont se manger entre elles. L'objectif étant qu'au bout du compte, il y ait quand même au moins une coccinelle qui sorte de tout ça. Chez Epicirphus balteatus, la femelle pond 1 ou 2 œufs en fonction de la taille de la colonie de pucerons. Et elle va donc adapter, et du coup il n'y aura pas de cannibalisme entre les larves, puisque les larves vont manger uniquement des pucerons. L'adulte se nourrit essentiellement, uniquement de pollen et de nectar. Donc la prédation se fait à l'état larvaire. Alors c'est des larves, vous voyez ici, c'est des larves qui ressemblent à des asticots, vaguement transparents, et ce que vous voyez ici sont des cadavres de pucerons. Parce qu'elle ne les croque pas, elle les vide de l'intérieur, elle plante un stylet à l'intérieur et elle les absorbe. Donc il vous reste les cadavres. Donc quand on voit les traces, c'est qu'elle est passée par là. Chez cette espèce-là, qui est l'espèce la plus fréquente, en verger et dans les jardins, enfin partout, on peut avoir jusqu'à 7 générations par an. Du tout début de l'année, dès qu'il commence à faire un petit peu beau, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on pouvait encore observer des pontes de pucerons. Tant qu'il fait un peu doux, tant qu'il y a des pucerons, on peut voir des larves qui sont présentes dans les colonies de pucerons. Donc vous voyez une capacité de régulation des populations de pucerons qui est beaucoup plus importante puisqu'on a beaucoup plus de générations dans l'année. Autre grand prédateur, les chrysopes. Alors les chrysopes, ce qu'on appelle la mouche aux yeux d'or, ça vous en voyez souvent en été quand on mange dehors, on mange dehors le soir, vous voyez les adultes qui viennent tourner autour des lampes là, voilà, avec des très grandes ailes nervurées, des très grandes antennes et des gros yeux. La larve, qui ressemble un petit peu à une larve de coccinelle, est plus polyphage, elle est capable de manger des pucerons, elle est capable de manger des œufs de papillons, des petites chenilles, des acariens, etc. Et chez elle, alors elle a un niveau de prédation qui est à peu près équivalent à une larve de coccinelle ou à une larve de cirfe.
et il va y avoir en fonction des espèces entre 2 et 4 générations par an. Tout ça, vous pouvez l'observer dans les jardins, c'est vraiment des espèces qui sont extrêmement courantes. Les carabes. Alors, ce sont des prédateurs aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80-90% des larves de carabes sont prédatrices, mais leur action se fait dans le sol, puisque les larves de carabes vivent dans le sol. Donc, c'est quelque chose qui est assez mal connu, parce que pas facilement observable, mais on sait qu'elles vont manger des larves de taupin, qu'ils sont connus, les carabes, pour manger les limaces. Ils sont connus pour manger tout un tas de ravageurs au niveau du sol, les noctuelles, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les adultes sont polyphages au moins en partie pour un grand nombre de ces espèces également. Ici, vous avez un adulte en train de manger une larve de tipule. Et ils vont manger non seulement des proies, non seulement des ravageurs potentiellement, mais ils sont capables aussi de manger, notamment en hiver, des graines d'adventice, des graines de mauvaises herbes. J'aime pas dire mauvaises herbes, parce qu'elles ne sont pas mauvaises. Elles sont juste dérangeantes à l'endroit où elles sont quand on cultive quelque chose. Mais ces insectes-là sont capables de manger un grand nombre de graines d'adventice, surtout quand elles sont à la surface du sol. Donc si on ne les enterre pas, ils sont capables de faire diminuer de façon importante les stocks d'adventice. Ça, c'est quelque chose d'important, parce que ça veut dire que si on enterre les graines, en fait, quand on retourne le sol, pour lutter contre les graines d'adventice qui ont pu être produites au cours de l'été, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On met les graines en conserve et on les rend indisponibles pour un certain nombre d'organismes qui se nourrissent de ces graines. Alors actuellement, il y a l'INRA qui travaille sur justement la disparition des graines d'adventice en fonction du type de travail du sol, et notamment avec l'agriculture de conservation, c'est-à-dire quand on ne touche plus du tout le sol, qu'on ne fait plus d'intervention au niveau du sol. Vous avez d'autres prédateurs, comme ici, alors les cécidomies. Les cécidomies, alors les agriculteurs, quand on leur parle de cécidomies, en général, ils pensent à cécidomies qui font des dégâts sur blé notamment, mais ces cécidomies-là sont des cécidomies qui sont prédatrices de pucerons, et notamment en verger, ce sont des toutes petites larves, alors qui sont à peu près de la taille d'un puceron, et qui vont planter des crochets dans le puceron et qui vont absorber le contenu. Et alors notamment sur puceron lanigère en verger, c'est des prédateurs qu'on peut observer. Alors quand vous avez plein de petites larves oranges qui grouillent dans une colonie de pucerons, en règle générale, vous avez affaire à des cécidomies prédatrices. Alors on pourrait continuer le catalogue des prédateurs pendant très longtemps. Au niveau des insectes, vous avez un grand nombre d'insectes prédateurs. Vous avez aussi d'autres groupes d'arthropodes comme les arachnides. Donc les araignées, ici vous avez une Argiope fasciée qui sont des araignées qui font des toiles. Alors les araignées qui font des toiles sont des auxiliaires très importants des cultures, parce que lorsque vous avez une toile d'araignée, si vous avez par exemple un vol de pucerons, si le vol cogne la toile d'araignée, qu'est-ce qui se passe? Les pucerons restent collés et l'araignée ne mangera pas de toute façon tous les pucerons, et au pire, si vraiment il y a trop de pucerons collés, elle va aller faire une autre toile ailleurs, parce qu'elle ne mange pas la nourriture pas fraîche. Donc voilà, il faut quand même une certaine fraîcheur à sa nourriture. Mais vous avez aussi des araignées qui courent au niveau du sol, comme les lycosides, les araignées loups. Vous avez des araignées qui chassent à l'affût dans les fleurs, comme les thomises. Vous avez donc tout un tas de groupes d'araignées, et ce sont des prédateurs qui sont très importants. Alors, ce sont des prédateurs non sélectifs. Ça veut dire que tout ce qui se prend a priori dans une toile d'araignée peut être consommé par l'araignée, que ce soit un auxiliaire ou un ravageur, mais elles font un travail de nettoyage qui est non négligeable. Là encore, pour tout ce qui est araignée au niveau du sol, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on remue trop le sol, eh bien, c'est quelque chose qui est néfaste pour les araignées.
Alors vous avez plein d'autres groupes qui sont des prédateurs, des auxiliaires des cultures qu'on oublie très souvent. Les oiseaux, comme par exemple les rapaces, qui vont notamment en verger consommer tout ce qui est petits rongeurs, tout ce qui est mulots et autres. Pour ça, pour les favoriser, eux c'est un petit peu particulier, il leur faut des perchoirs et des nids. Des perchoirs notamment pour les rapaces diurnes. Il faut leur fournir, notamment sur un verger, des perchoirs qui sont au-dessus de la frondaison, de façon à ce qu'ils aient une vision assez haute de ce qui se passe en dessous. Alors quand il y a des poteaux électriques à proximité, c'est un bon poste d'observation pour les rapaces. Quand il n'y en a pas, eh bien, leur mettre un poteau de 3 ou 4 mètres comme ça de temps en temps, avec éventuellement une petite plateforme comme ici, une petite plateforme pour qu'ils puissent se percher, ça aide au contrôle de tous ces petits rongeurs. Parmi les oiseaux, vous en avez un autre très très utile en verger. Oh, pardon. Ce sont les mésanges. Les mésanges, et c'est à cette époque de l'année, pendant tout l'hiver, qu'elles sont les plus intéressantes en protection des vergers. Les mésanges en hiver, alors les mésanges sont des insectivores. Donc, normalement, elles se nourrissent d'insectes. Et ce qu'elles font en hiver, c'est qu'elles marchent sur les arbres, elles se promènent sur les arbres, et elles vont chercher dans toutes les anfractuosités de l'écorce autour des bourgeons, voir s'il n'y a pas une larve qui est là pour hiverner, voir s'il n'y a pas un acarien qui s'est caché, des œufs, etc., etc. Donc plus efficace que des huiles blanches, les mésanges. Mais pour ça, il faut leur fournir un endroit où nicher à proximité. Alors il faut leur faire des nichoirs, et quand on a la chance qu'il y ait des mésanges qui s'installent dans les nids, à ce moment-là, ça marche bien et elles font leur travail de nettoyage. Mais il faut éviter de leur donner à manger dans des boules de graisse, parce que c'est comme tout le monde. Si le travail est facile, après tout, on va préférer aller manger dans les boules de graisse, même si c'est pas sa nourriture, c'est pas ce qu'elle devrait manger. Mais quand il y a des boules de graisse avec des graines, elle vient manger là. Donc quand on veut avoir des mésanges qui viennent nettoyer les arbres, il ne faut pas leur mettre à manger. Il faut juste leur fournir le gîte, pas le couvert. Chez les oiseaux, vous avez aussi des insectivores. Des insectivores qui vont manger tout un tas de graines, toutes les graines qu'ils vont trouver à la surface du sol. Là encore, vous imaginez bien que lorsqu'on retourne le sol pour enterrer les graines de mauvaises herbes, on va enfouir ces graines-là et elles ne sont plus disponibles pour les insectivores. Le Muséum national d'histoire naturelle a fait un suivi qui s'appelle STOC, qui s'appelle Suivi temporaire des oiseaux communs, et qui a montré que vous avez beaucoup de petits oiseaux communs qui ont vu leur population vraiment décroître de façon très importante. Et lorsqu'on regarde quels sont ces oiseaux qui ont décru, dont les populations ont décru, vous avez beaucoup d'insectivores, notamment dans les régions où vous aviez de l'élevage, beaucoup d'élevage, et où il n'y en a plus. Eh bien, ces insectivores, ils ont disparu parce qu'il n'y a plus les grands rassemblements d'insectes qu'il y avait autour des troupeaux. Mais vous avez aussi les insectivores. Et ça, on commence à se dire que c'est en lien avec la gestion du paysage, où on a fauché tous les bords de route pour éviter que ça monte à graines, où on a vraiment supprimé toutes les montées à graines en bordure de champs, en bordure de chemin, enfin partout, on tondait de façon à ce qu'il n'y ait plus de graines qui soient produites. Et donc ils n'ont plus rien à manger, et donc leur population diminue. Et pourtant, ils jouent un rôle non négligeable. Je vais vous donner un exemple. Avec mon mari, on a repris depuis 2008 une petite exploitation agricole. Alors une exploitation agricole qu'on mène en agriculture de conservation. L'objectif étant d'en faire un endroit où on peut voir un certain nombre de techniques pour essayer d'aller vers de l'agroécologie. Alors on n'y est pas encore, mais on y travaille. Mais une année, on n'a pas pu récolter 1 hectare de tournesol parce que cet hectare avait été ressemé et qu'il n'est pas arrivé à maturité quand il fallait, quand le reste a été récolté, et qu'ensuite il a plu et qu'on ne pouvait plus rentrer dans la parcelle.
pendant tout l'hiver, on a vu des compagnies entières de pinsons, de chardonnerets sur cet hectare de tournesol. Mais je peux vous garantir que au printemps suivant, on a dû avoir 2, voire 3 tournesols qui ont repoussé. Mais c'était tout, ils avaient tout nettoyé. Mais non seulement ils avaient nettoyé tous les tournesols, mais ils avaient aussi nettoyé tous les adventices, toutes les graines qu'il pouvait y avoir en dessous. C'était le coin de la parcelle le plus propre. Parce qu'en fait, les oiseaux avaient fait leur travail, ils avaient nettoyé tout ce qui était en surface, étant donné que ça n'avait pas été touché. Donc vous voyez que là aussi, il y a quelques équipes de recherche qui commencent à s'intéresser à ça, mais même si on ne peut pas comparer l'efficacité des oiseaux à l'utilisation d'un herbicide, si on cumule tous ces services rendus par la biodiversité, on peut arriver à quelque chose qui est finalement pas si mal. Mais ça demande de la patience et ça demande que le système se remette en route et qu'il soit un petit peu plus stable. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors, pour terminer sur les prédateurs, on va en citer quelques autres, quelques mal-aimés. Les chauves-souris. Alors, je vous parlais des mésanges pour désinsectiser en hiver. Les chauves-souris, elles désinsectisent en été. Les plus petites chauves-souris d'Europe, c'est des pipistrelles qui font autour de 3 à 5 grammes. Donc, c'est vraiment des toutes petites chauves-souris qui sont présentes dans la région, en colonie. Souvent, elles se rapprochent des maisons, elles sont capables de faire des colonies derrière un volet, par exemple, ou dans un grenier. Une chauve-souris, elle peut manger jusqu'à 300 carpocaps, donc le papillon, l'adulte, 300 carpocaps par nuit. Donc vous imaginez bien dans un verger tout ce que peut faire une chauve-souris si elle est présente, si elle vole au moment où les carpocaps sont présents. De même, dans les jardins, elles vont nettoyer là aussi tout ce qu'il peut y avoir comme papillons ravageurs et puis les moustiques. Elle va manger jusqu'à 1000 moustiques par nuit. Donc c'est capable de faire des dégâts entre guillemets dans les populations de ravageurs qui sont très importantes. Tout simplement, il faut juste les laisser nidifier pas loin, nicher pas loin d'endroits où on a besoin qu'elles soient présentes. Donc ça peut être la mise en place de nichoirs dans les vergers. Alors c'est pas très compliqué à faire un nichoir à chauve-souris, mais il suffit d'aller sur internet, vous allez trouver. Mais il faut les mettre un petit peu en hauteur de façon à ce qu'elles ne soient pas dérangées. Vous avez également des limaces prédatrices. Alors cette limace-là, c'est une limace un petit peu particulière parce qu'en fait, elle a un reste de coquille à l'arrière de l'abdomen. Voilà, cette limace, on l'appelle la testacelle. Cette limace, elle est de couleur ivoire, veinée de brun. C'est une limace prédatrice de limaces. Donc, elle mange des œufs de limaces, voire des toutes petites larves de limaces. Mais si vous mettez de l'anti-limace, qu'est-ce qui se passe ? La limace, elle meurt aussi. Donc voilà, et c'est une limace qui n'aime pas qu'on travaille le sol. Alors vous avez d'autres limaces prédatrices, Vous avez des limaces qui sont plus grosses, la limace léopard par exemple, qui est une limace qu'on trouve souvent en bordure de bois ou dans les vergers, qui est une limace qui mange aussi d'autres limaces, qui mange des débris de feuilles, sinon elle mange de la végétation morte un peu, mais elle mange les autres limaces. Alors il y en a d'autres prédateurs, je ne ferai pas la liste parce qu'on pourrait y être jusqu'à demain matin, mais vous avez aussi tout ce qui est belets, hermines, les hérissons, etc., etc. Alors maintenant on va passer à une catégorie un petit peu particulière qui sont les parasitoïdes. Alors les parasitoïdes sont des insectes qui parasitent d'autres insectes et qui vont se développer, dont la larve va se développer plus ou moins à l'intérieur et qui vont se développer donc aux dépens de l'hôte et qui vont le tuer. Alors ici, vous avez chez les parasitoïdes, vous avez 2 grandes catégories, des microguêpes. Donc par exemple ici, des microguêpes parasitoïdes de pucerons. Vous voyez ici, la femelle est en train de piquer dans le puceron. Elle a un organe, une espèce d'aiguille au bout de son abdomen, qui lui permet de perforer l'abdomen du puceron et d'aller pondre l'œuf à l'intérieur.
Et voilà ce que ça donne. Vous avez le puceron radiographié, vous avez la larve qui se développe à l'intérieur du puceron. Alors évidemment, le puceron, ça lui fait quand même un certain effet. Voici ici des pucerons qui sont non parasités, et voilà les pucerons qui ont été parasités. Ils font ce qu'on appelle des momies. Donc ça aussi, si vous observez sur les colonies de pucerons, si vous voyez ce genre de choses, eh bien, ça veut dire qu'il y a un parasitoïde à l'intérieur. Tant qu'il n'y a pas de trou, la larve se développe à l'intérieur où l'adulte est en train de se nymphoser. Et puis, quand c'est prêt, entre guillemets, vous avez l'adulte qui va découper une espèce de petite trappe à l'arrière du puceron la plupart du temps et qui va émerger pour aller pondre l'année suivante, par exemple, ou aller pondre la même année si c'est des espèces qui font plusieurs cycles dans l'année. Alors, vous avez pas mal de catégories de parasitoïdes. Ici, vous en avez un autre. Un parasitoïde qui parasite les œufs de pyrale, les œufs de lépidoptère. Donc ça, c'est un parasitoïde qui est lâché en culture, par exemple, pour lutter contre la pyrale du maïs. On lâche des œufs parasités, donc qui sont en fait tout noirs, dans lesquels on a les larves, et ensuite l'adulte va sortir de ces œufs parasités et va aller chercher les œufs sur le maïs et va aller pondre dans les œufs de la pyrale. Vous avez des parasitoïdes de larves de méligètes, vous avez des parasitoïdes de larves de cécidomie, etc., etc. Quelle que soit la culture, on va dire, vous avez des parasitoïdes qui sont capables de s'attaquer aux ravageurs. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la plupart des parasitoïdes, qui soient micro-hyménoptères ou... je ne sais pas... micro-hyménoptères ou autres, parce que vous avez aussi des mouches qui sont parasitoïdes, ces parasitoïdes vont se nourrir à l'état adulte de pollen et de nectar. Donc, vous avez vu, les pollinisateurs se nourrissent de pollen et de nectar. Les prédateurs, beaucoup, se nourrissent de pollen et de nectar à l'état adulte. Les parasitoïdes aussi, pour beaucoup, se nourrissent de pollen et de nectar à l'état adulte. Donc, ça veut dire qu'on a un besoin non négligeable, si on veut utiliser la biodiversité pour protéger ces productions, on a besoin de fleurs dans l'environnement direct des arbres, des jardins et des autres cultures. C'est quelque chose de très important, c'est avoir à manger pour eux, pour qu'ils puissent être là au moment où on a besoin d'eux. C'est le principe de ce qu'on appelle la lutte biologique par conservation et gestion des habitats. En fait, c'est tout simple, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? On aménage les cultures et leur environnement pour qu'elles soient favorables aux auxiliaires et que ces auxiliaires puissent jouer un rôle dans la protection des productions agricoles ou autres. Alors le principe, si vous voulez, c'est basé sur un certain nombre d'approches. Le principe, il est basé sur le fait qu'on travaille sur une chaîne alimentaire avec le premier niveau. Alors si vous vous souvenez de la pyramide alimentaire qu'on apprend en général en 6e, il y a les producteurs primaires, les plantes, et puis les plantes, elles sont mangées par un consommateur primaire, alors les végétariens, et puis ensuite, vous avez un consommateur secondaire, donc un prédateur qui mange celui qui a mangé les plantes, et puis vous pouvez remonter la chaîne, et plus on va, plus la pyramide se rétrécit. Donc on joue là sur les 3 premiers niveaux de la pyramide. La plante cultivée, le ravageur et puis l'auxiliaire. Sachant que dans une optique de protection normale de ces productions, verger, jardin, grande culture, c'est toujours le même, ou presque, on a un problème de puceron, qu'est-ce qu'on fait? On fait disparaître le puceron. Et pour ça, on utilise un produit d'origine chimique ou naturelle, mais en fait, on vise celui-là. Celui-là, on veut le faire disparaître. Si on fait disparaître cet élément de la chaîne, qu'est-ce qui se passe? Celui-là va disparaître. Et puis, bon, il n'est pas tout seul. Donc, quand il disparaît, ok, il ne mange plus sa plante hôte, mais il y en a bien un autre qui va arriver, voire le même qui va réussir à revenir. Et donc, en fait, on est sur un cercle vicieux, on n'arrive jamais à totalement faire disparaître celui-ci.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont observé ce qui se passe un petit peu, et ce qu'ils ont remarqué, c'est que quand on est dans des systèmes qui sont diversifiés, plusieurs cultures, plusieurs variétés, etc., l'activité des ennemis naturels, elle est augmentée. Hein, ils ont un meilleur contrôle des ravageurs quand le système est diversifié. Alors que quand vous êtes dans un système de monoculture, entre guillemets, vous avez une grande surface avec la même culture, que ce soit une seule parcelle ou plein de parcelles identiques, eh bien, les ravageurs se sentent très bien, il n'y a pas de problème. Et donc, en fait, c'est le fait que les ennemis naturels contrôlent mieux les populations de ravageurs. Deuxième observation, c'est ce qu'on appelle la concentration de la ressource, c'est le fait que lorsqu'on a une flore qui est diversifiée à la base, les ravageurs ont plus de mal à trouver la plante hôte qu'ils ne l'auraient lorsque c'est une grande concentration. Vous imaginez un champ de choux, s'il y a beaucoup de choux, les ravageurs spécialisés dans le chou, ils sentent l'odeur du chou, ils arrivent. Si vous avez un chou en mélange avec de la fève, avec des pommiers, avec tout ce que vous voulez, il y a un tel mélange que là, les ravageurs, ils ont beaucoup plus de mal à trouver leur plante hôte et donc ils viennent moins bien. Et donc l'idéal étant d'associer les deux types de méthodes. Alors ça, c'était la théorie. Maintenant, on va voir un petit peu quels sont les aménagements pour terminer qu'on peut mettre en pratique. Alors, l'idéal étant d'agir à plusieurs niveaux d'organisation du paysage. Alors, c'est vrai pour l'agriculture, mais c'est vrai pour le jardinage aussi bien. C'est d'essayer d'avoir une organisation au niveau de la parcelle, du jardin, du verger, au niveau de l'exploitation agricole, quand c'est une exploitation agricole, au niveau d'une petite zone où sont les jardins, et puis l'idéal étant d'avoir une action au niveau d'une petite région agricole. Alors évidemment, toutes les régions françaises ne sont pas toutes au même niveau, c'est-à-dire que quand vous êtes dans des régions bocagères, on peut imaginer que vous ayez un peu plus de chances d'avoir de la biodiversité en grand nombre que quand vous êtes dans une région d'open field. Mais il n'empêche que aménager ces parcelles, c'est aussi important pour amener la ressource pour les auxiliaires au plus près de l'endroit où vous avez envie qu'ils soient. Alors on peut regarder un petit peu ce qui se passe en périmètre des parcelles, que ce soit, je vous le dis, un verger, que ce soit un jardin ou une parcelle agricole. Le type de lisière le plus riche en biodiversité, ce sont des bordures de bois qui sont étagées. C'est-à-dire où vous avez les arbres et puis après les arbres, vous avez des arbustes jusqu'à finir par des buissons et même, le mieux, avoir une bande enherbée en bordure. Alors, c'est un type de lisière qui est parfois difficile à maintenir parce que quand vous avez des arbres qui s'arrêtent de façon nette, vous passez un coup d'épareuse ou vous nettoyez et c'est pratique, ça reste bien propre, bien net, il n'y a pas de problème, ça n'envahit pas dans le jardin ou dans le champ. Mais ce type de lisière en étage est celle qui fournit le plus de diversité floristique et donc qui permet d'avoir des floraisons qui sont étalées dans le temps aussi et donc du coup d'avoir une biodiversité utile, entre autres, qui sera importante. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on veut favoriser la biodiversité utile, fonctionnelle, celle qui va jouer un rôle positif dans l'environnement, mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va favoriser aussi tout un tas d'autres biodiversités et notamment toute la biodiversité ordinaire, mais aussi la biodiversité patrimoniale, celle qui est en voie de régression un petit peu partout. On peut pas dire je ne veux augmenter que la biodiversité utile. Quand on fait ça, on augmente tout ou on n'augmente rien, mais c'est pas indissociable. La biodiversité, voilà, elle est très vaste. Alors vous avez tout ce qui est haies fleuries, haies brise-vent, qui sont des refuges notamment pour des carapes, qui sont des refuges pour des punaises prédatrices, pour tout un tas de cortèges antipsyles du poirier par exemple,
Vous avez des acariens, vous avez par exemple les ronces. Les ronces qu'on n'aime pas toujours beaucoup parce qu'elles sont un peu envahissantes, eh bien les ronces, elles jouent un rôle très intéressant pour héberger par exemple des guêpes qui, lorsqu'on taille la ronce de façon nette, vont venir forer la moelle de la tige, pondre un œuf, mettre des pucerons ou mettre des larves de sauterelles ou des choses comme ça, mettre un bouchon, et puis la larve va se développer à l'intérieur de ce trou que la guêpe a fait. Ça peut être un lieu aussi, les ronces, elles fleurissent à un moment de l'année, en été, où il n'y a pas beaucoup de fleurs dans l'environnement. Donc avoir un roncier à proximité, c'est aussi intéressant parce que vous avez des fleurs qui sont là à un moment donné où il n'y a pas grand-chose d'autre à manger. Donc il ne faut pas avoir peur. Alors il faut les contenir, de façon à ce qu'elles ne soient pas envahissantes, mais avoir un roncier, c'est quelque chose d'assez intéressant. De même, si on a des problèmes d'acariens, il y a des acariens qui sont prédateurs d'autres acariens, et vous avez sur la ronce, par exemple, c'est un bon lieu de recolonisation par des acariens prédateurs. Donc c'est une plante qui est intéressante dans une haie. Alors quel que soit le type de haie qu'on veut mettre en place, il faut de préférence essayer d'avoir une certaine diversité dans la haie. Alors après, tout dépend de la structure de la haie qu'on veut, mais une haie assez hétérogène, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, c'est pas parce qu'une haie est vieillissante qu'elle est moins intéressante. Parce que quand vous avez un arbre mort dans une haie, c'est un lieu où vous avez un certain nombre d'animaux qui vont pouvoir s'abriter, des chouettes par exemple, ou des petits mustélidés comme les belettes ou comme les hermines, etc., etc. Donc c'est pas forcément, quand on a un arbre mort dans une haie, faut pas forcément vouloir le faire disparaître. S'il menace pas de tomber à chaque fois qu'on passe, il faut le laisser tout le temps où on peut le laisser parce que c'est une bonne source de biodiversité, ça aussi. Donc une haie, il ne faut pas qu'elle soit homogène, aussi bien en termes d'espèces qu'en termes d'aspect. C'est plus intéressant d'avoir une haie un petit peu sauvage entre guillemets. Et puis si on peut, ce qui est bien quand on entretient une haie, qu'on coupe des branches, etc., il faut pas essayer de pas couper la même strate partout de la même façon, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas toutes les branches. Si vous avez des fruitiers, vous en avez qui vont mettre des fruits sur des bois de 1 an, d'autres sur des bois de 2 ans. Enfin, il faut s'arranger pour que vous ayez un mode de gestion qui permet à tout le monde de pouvoir faire des fleurs, de pouvoir fructifier, etc. Et pas les deux côtés la même année, ou pas toute la longueur la même année. C'est plus intéressant pour tout ce qui est biodiversité. Et puis de préférence, des essences locales, parce que la faune locale, elle est habituée aux essences locales. Et les essences exotiques, c'est des fois un peu plus compliqué. Alors voilà la structure, entre guillemets, idéale d'une haie pour la biodiversité. C'est une strate arborescente, une strate arbustive, une strate buissonnante et une strate herbacée. Sachant que, si vous voulez, pour qu'un milieu soit le plus riche en biodiversité possible, c'est un milieu de rupture. C'est un milieu qui fait la jonction entre deux types de milieux. Et une haie, c'est comme si vous aviez deux lisières de forêt mises bout à bout. Un endroit arboré et un endroit ouvert. Milieu fermé, milieu ouvert. C'est les zones les plus riches en biodiversité. Donc une haie, ça abrite beaucoup de biodiversité. Alors après, on peut imaginer tout un tas de choses. Alors mettre des bandes fleuries, soit spontanées, ou ne pas trop désherber en bordure de parcelles, soit mettre des bandes florales en bordure de jardin, en bordure de parcelles. Alors des bandes florales semées, de préférence qui ne soient pas des bandes semées avec une seule espèce, soit des bandes semées donc plurispécifiques, comme ici. Alors ici, vous avez un mélange qui a été fait par les Suisses,
hein, qui est un mélange de plantes sauvages, des plantes annuelles, bisannuelles et pluriannuelles, pérennes. Il faut toujours préférer, entre guillemets, la végétation spontanée à la végétation sélectionnée. Parce qu'on sait que, par exemple, les mélanges fleuris qui sont très jolis, hein, avec les pavots, eschscholzia, zinnia, etc., sont des mélanges qui sont très colorés, qui sont très jolis, mais les fleurs produisent moins de nectar que des fleurs sauvages. Et les insectes auxiliaires, ils ont besoin de beaucoup de nectar, un peu de pollen. Donc il y a du pollen dans ces fleurs-là, donc ils vont venir butiner évidemment, mais ils ont moins à manger que si on leur fournit des plantes sauvages. Alors maintenant, vous avez des gens qui commercialisent des mélanges de plantes sauvages. Il faut faire attention à la provenance de ces graines-là, parce que vous avez parfois des mélanges qui proviennent de Pologne, de Hongrie ou de choses comme ça. Et donc là, c'est un petit peu un problème par rapport à la flore sauvage qui existe chez nous. Donc à la limite, vous voyez un champ où il y a des bleuets, vous allez cueillir des bleuets dans le champ, vous récupérez les graines et vous essayez de les semer. C'est peut-être plus, ça vous coûtera moins cher en plus, mais c'est pour la flore locale, c'est mieux que d'aller chercher des graines qui ont été cueillies ailleurs. Alors après, dans les cultures, on peut faire beaucoup de choses. On peut par exemple mettre au bord de tomates, on peut mettre du maïs, parce que lorsqu'il y a des problèmes de noctuelle, il y a une noctuelle qui s'attaque plus au maïs qu'à la tomate. Donc on va focaliser c'est ce qu'on appelle des bandes pièges, des cultures pièges. On va focaliser l'action de la noctuelle sur le maïs et du coup elle ne viendra plus manger les tomates. On peut aussi, par exemple en rosier, on peut mettre des plants d'aubergine au milieu des rosiers, si on veut avoir des jolis rosiers sans aleurode, alors ça c'est plutôt sous serre. Eh bien les alerodes vont se focaliser sur l'aubergine parce que c'est la culture que ces insectes préfèrent, et ensuite on peut retirer les plants d'aubergine et donc du coup on n'a plus les alerodes sous les serres. Mais il y a tout ce qui est après culture intercalée. Donc c'est les associations qu'on peut voir en jardinage ou en maraîchage, les cultures en planche, avec des associations comme poireau-carotte, pardon. Poireau-carotte. Les poireaux et les carottes sont tous les deux attaqués par ce qu'on appelle une mouche. La mouche de la carotte, la mouche du poireau. Ce sont des ravageurs spécialisés. La mouche de la carotte, elle est attirée par l'odeur de carotte. La mouche du poireau, elle est attirée par l'odeur de poireau. Lorsque vous avez un champ de poireaux et un champ de carottes, vos ravageurs, ils vont sur le champ et ils ont tout ce qu'il faut, ils vont descendre, ils sont attirés d'abord par l'odeur, ensuite ils voient la couleur. Alors en plus, si c'est bien désherbé, c'est encore mieux parce qu'il y a du marron et du vert pour le ravageur, c'est super. Il va se poser sur le vert et pas sur le marron. Et puis, il va aller pondre sur le poireau. Maintenant, vous imaginez, vous mélangez. Alors, côte à côte quand on est en production, mais dans son jardin, on peut imaginer qu'on peut mélanger carrément sur le rang les poireaux et les carottes. Ça dépend du degré de la taille, on va dire, du jardin, mais on peut imaginer d'aller jusque-là. Vous mélangez les odeurs. Votre parcelle, elle émet des effluves de carottes, elle émet des effluves de poireaux. Quand vous avez une mouche spécialisée sur la carotte, elle va sentir l'odeur de carotte, elle va arriver, mais quand elle va arriver pour se poser sur la végétation, ça devient compliqué parce qu'il y a du vert, mais est-ce que c'est du poireau, est-ce que c'est de la carotte, etc. Donc le ravageur aura beaucoup plus de mal à trouver sa plante hôte. Et donc du coup, par cette simple association, on va limiter la survenue des ravageurs. Alors je dis pas qu'on les empêche totalement, c'est pas vrai, mais on limite leur survenue. Alors c'est vrai pour, par exemple, carottes et poireaux, mais c'est vrai aussi pour fraises et poireaux, c'est vrai aussi pour ail et roses, et je vous promets, les fraises n'ont pas goût de poireau ou les roses ne sentent pas l'ail. Alors, on peut aussi faire des associations variétales
C'est utilisé notamment pour lutter contre un certain nombre de maladies de champignons. Il y a des recherches qui sont faites au niveau du blé, de l'orge, des pommiers, des laitues, etc. et qui montrent que globalement, lorsqu'on mélange les variétés, on a une survenue, surtout des maladies, mais aussi parfois des ravageurs, qui est moins importante que si on est sur des variétés qui sont pures, quoi. Alors c'est quelque chose qui était utilisé avec l'orge à très grande échelle, hein, en Allemagne de l'Est. Avant la chute du mur de Berlin, les Allemands de l'Est semaient l'orge en mélange variétaux, l'orge de brasserie en mélange variétaux, parce qu'ils n'avaient pas accès à toute la chimie, entre guillemets, qui était utilisée à l'Ouest. Et donc les brasseries d'Allemagne de l'Ouest allaient se fournir en orge de brasserie en Allemagne de l'Est, parce que c'est là qu'ils avaient la plus grande qualité des orges de brasserie. Et à la chute du mur, ils ont arrêté la culture en mélange variétaux et ils ont perdu les marchés des brasseries parce que la qualité n'était plus la même. Alors ils arrivaient à produire plus d'orge, ils arrivaient à produire de l'orge peut-être plus jolie entre guillemets, sauf que c'était plus du tout la même qualité et que du coup ils ont perdu des marchés. Donc vous voyez que ça peut aller très loin, ces histoires de mélange variétaux au niveau de la qualité des produits qu'on va avoir. Alors pour aller encore un peu plus loin, c'est les associations entre les arbres et les cultures. Alors ce qu'on appelle l'agroforesterie, ici vous avez deux exemples. Un exemple d'agroforesterie moderne, donc avec des rangées d'arbres, des rangées de noyers, et puis de la culture entre les deux. Et ici ces arbres, ils sont faits uniquement pour produire du bois dans 25 à 30 ans. Et ici, vous avez de l'agroforesterie traditionnelle, ça c'est en Corrèze, des noyers pour la production de noix et éventuellement à la fin pour la production de bois. Et puis dessous, vous avez des cultures. Alors ici, c'est un maïs en silage, mais vous avez du blé, vous pouvez avoir n'importe quoi. Ce qui a été montré dans ces associations entre les arbres et les cultures, c'est que vous avez des auxiliaires des cultures qui arrivent plus rapidement sur les parcelles et qui sont donc capables de venir protéger plus vite. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent pas dans les autres cultures, mais quand vous avez des arbres au milieu des parcelles, vous avez des auxiliaires qui sont présents plus rapidement sur les parcelles et donc qui peuvent venir contrôler, les ravageurs beaucoup plus rapidement et donc plus facilement. Alors il ne faut pas négliger le fait qu'on puisse considérer certaines adventices comme des auxiliaires des cultures. Ici, vous voyez, vous avez une adventice de la Véronique qui fleurit. Vous avez les petites fleurs là. Et en fait, ce qui se passe, quand vous avez une adventice qui est non concurrentielle, vous avez qui fleurit comme ici, vous avez les auxiliaires qui viennent se nourrir. Ça fait des fleurs à l'intérieur même de la parcelle. Et donc, ça veut dire que les auxiliaires vont venir pour se nourrir. Et une femelle, quand elle vient pour se nourrir, elle en profite pour regarder autour, voir s'il n'y a pas un endroit où elle va pondre. Et donc, cette parcelle-là, par exemple, c'est une parcelle qui a eu très peu de problèmes de pucerons parce que vous aviez des adventices qui ont fleuri, qui ont obligé, entre guillemets, les auxiliaires à venir à l'intérieur de la parcelle et pas seulement en bordure, et donc à protéger l'intégralité de la parcelle. Très important, ce sont les plantes de couverture. Alors avec deux grandes catégories de plantes de couverture, les plantes qui vont pousser entre deux cultures ou les plantes qui poussent pendant toute ou partie de la culture. Alors vous avez tout un tas de plantes, donc des crucifères qui sont souvent utilisés pour faire des engrais verts, par exemple en hiver, avec, alors la limite dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que les crucifères vont avoir un impact assez négatif vis-à-vis des mycorhizes, et donc c'est pas quelque chose à mettre trop souvent. Même quand vous voulez, dans une planche de jardinage, nettoyer, avoir un couvert hivernal, essayez de préférer un mélange de plantes plutôt que uniquement de la moutarde. Les Chénopodiacées, notamment le sarrasin. Alors le sarrasin, c'est une plante qui est vraiment très intéressante. Ici, vous avez un exemple, vous avez un couvert de sarrasin entre des rangées d'arbres.
hein, c'est un verger qui a été planté peu de temps avant. Vous avez le sarrasin qui fleurit très tard en saison, et donc qui peut apporter beaucoup de nectar pour des pollinisateurs ou pour des auxiliaires qui vont pas trouver à manger pendant très longtemps. Et donc ça permet de protéger aussi les arbres, hein, contre un certain nombre de ravageurs. Et puis il y a tout ce qui est légumineuses. Alors les légumineuses, c'est des plantes qui sont vraiment très 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 intéressantes, qui vont avoir en fonction du type de légumineuse qu'on va utiliser, qui vont avoir des propriétés. Non seulement elles enrichissent le sol en azote, mais elles vont avoir des propriétés de décompactage, elles vont avoir des propriétés d'étouffement des adventices, par exemple. Quand vous avez une parcelle, une zone de jardin qui est vraiment très couverte par les adventices, vous avez beaucoup de problèmes pour enlever du rumex, pour enlever tout un tas de choses. Vous semez un peu de luzerne et vous maintenez ce couvert de luzerne pendant 3-4 ans en fauchant régulièrement. Vous allez voir qu'au bout de ces 3-4 ans, vous allez avoir un sol qui va avoir épuisé ses graines d'adventice, et à condition que vous ne retourniez pas le sol pour remettre des graines en surface, vous aurez une parcelle qui sera relativement saine en termes de plantes adventices. C'est une technique qui est utilisée par les agriculteurs bio, hein, pour assainir entre guillemets une parcelle où ils ont beaucoup de problèmes d'adventices. Eh bien, c'est de faire une luzernière, de la couper pendant 3-4 ans. Alors soit exporter, soit laisser au moins une fauche sur le sol pour augmenter la teneur en matière organique du sol, mais ça permet de limiter l'action des adventices. Donc c'est vraiment des plantes qui sont très intéressantes. Une autre plante qui est vraiment très très intéressante, c'est la févrole. La févrole en culture, mais la fève, hein, c'est une plante qui a un enracinement qui est très important, qui décompacte bien le sol, et surtout c'est une plante qui va enrichir le sol en plein d'éléments, et notamment qui vont favoriser les mycorhizes. La févrole, c'est une plante qui peut exuder par ses racines jusqu'à 80% des molécules qu'elle fabrique par la photosynthèse. Donc c'est vraiment une plante qui va enrichir le sol de façon très importante. Et c'est une plante qui est très intéressante à avoir dans un jardin. On peut l'utiliser en couverts hivernaux. C'est vraiment une plante qui est très 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 intéressante. On termine avec les pratiques culturales. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le travail du sol, c'est perturbant. C'est perturbant pour les vers de terre, c'est perturbant pour les mycorhizes. Ça remet à jour, ça enfouit des graines d'adventice, mais ça en remet à jour. Et globalement, ça crée une structure de sol artificielle. Quand on essaye d'aller vers quelque chose où on ne travaille plus le sol, les débuts sont souvent difficiles parce qu'on est face à des sols qui sont compactés, d'autant plus si on est dans des sols argileux. Mais si vous arrivez à avoir une teneur en matière organique qui est suffisante, si vous arrivez à faire travailler les plantes, les micro-organismes et les vers de terre de façon à décompacter votre sol, il ne faut plus y toucher, parce que si vous retournez le sol, alors que ce soit par un labour ou par des bêches ou par quelque instrument que ce soit, vous allez détruire la structure du sol qu'ont créé tous ces organismes-là. Et donc c'est dommage parce qu'ils ont créé une structure qui normalement est capable de bien suffire, de bien porter les plantes. Mais c'est quelque chose, et on s'aperçoit que dans ces types de cultures, on a, surtout si on a présence en permanence d'un couvert végétal, que ce soit un couvert végétal vivant ou un couvert mort, vous avez des mélanges d'odeurs qui sont très importants, et ces mélanges d'odeurs défavorisent les ravageurs. En plus, ce sont des endroits où, lorsque vous avez des végétaux qui sont à la surface du sol, vous avez des araignées qui se cachent dessous. Donc les pucerons, quand
on ne sait pas s'ils sentent le fait qu'il y a possibilité qu'il y ait des prédateurs qui soient présents, mais ce qu'on remarque, c'est que dans des sols comme ça, qui sont couverts par de la végétation, eh bien, vous avez beaucoup moins de pucerons qui viennent parce que, voilà, il y a plus de risques pour eux. Et je termine avec l'agriculture biologique. Alors, l'agriculture biologique a un effet sur la biodiversité. En général, il y a plus de biodiversité dans les exploitations en bio que dans les exploitations en conventionnel. Et les auxiliaires zoophages sont plus actifs. Alors, c'est lié à deux choses. C'est que dans la grande majorité des exploitations en agriculture biologique, vous avez beaucoup plus d'éléments fixes de paysage que dans les exploitations en conventionnel, c'est-à-dire que vous avez plus de haies, vous avez plus de zones enherbées, un petit peu, entre guillemets, délaissées, etc. Et ce qui fait que vous avez plus d'auxiliaires zoophages et ils sont plus actifs parce que ils n'ont pas de risque d'avoir un traitement phytosanitaire. Donc, pour terminer, il y a quelques principes à retenir. C'est qu'il faut diversifier, mais pas diversifier pour diversifier, parce que sinon on peut prendre des risques. Vous avez certaines plantes qui sont capables de favoriser les ravageurs. Alors par exemple, c'est le cas du fusain d'Europe. Le fusain d'Europe, c'est l'hôte primaire d'un puceron, le puceron noir de la fève, de même que la viorne boule de neige. Donc quand on fait une haie, il faut éviter de mettre trop de fusain d'Europe ou de viorne boule de neige dans la haie. On peut en mettre un petit peu, mais vraiment de façon assez limitée. Les rosacées vont favoriser les pucerons des céréales. Ensuite, vous pouvez favoriser des agents pathogènes, notamment, alors attention aux rosacées en ce qui concerne le feu bactérien, surtout lorsqu'on a des poiriers. Il faut éviter d'avoir des rosacées trop près des vergers de poiriers. Donc, c'est dans les haies, pas de prunelier, éviter d'avoir de l'églantier, des choses comme ça, parce que ce sont des hôtes pour la bactérie qui cause le feu bactérien, et les poiriers sont extrêmement sensibles à cette bactérie. Donc, il faut diversifier à bon escient, en utilisant des surfaces à flore autochtone intéressantes, et si on peut, utiliser des essences, des plantes qui vont héberger des phytophages qui ne sont pas ravageurs, qui ne vivent que sur la plante qu'on va introduire dans ou en bordure de la parcelle. Et donc c'est par exemple du noisetier, alors bien sûr à condition que ce ne soit pas un verger de noisetier, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur le noisetier, il y a un puceron qui ne vit que sur le noisetier. Donc, si vous avez un verger, un jardin dans lequel vous avez des noisetiers, eh bien, vous savez que sur le noisetier, les pucerons qui sont là n'iront nulle part ailleurs, mais par contre qu'ils peuvent servir de nurserie pour des auxiliaires qui se développent sur les pucerons. Alors, ceux qui font plusieurs cycles par an, bien sûr. C'est la même chose avec le sureau. Alors, le sureau, c'est une plante assez extraordinaire, le sureau noir. C'est une plante qui fait souvent peur pour plusieurs raisons, mais la première raison, c'est qu'elle héberge de très gros pucerons noirs. Et donc, on a toujours peur que ces pucerons noirs, ils aillent ailleurs. Ces pucerons noirs ne vont nulle part ailleurs, ils ne vivent que sur le sureau. Donc, il n'y a aucun risque de voir ces pucerons aller sur les vergers, aller dans les jardins, etc. Le sureau, il a une floraison qui est très abondante, qui fournit énormément de pollen et de nectar pour les auxiliaires. Donc là aussi, c'est très intéressant. Et puis, en plus, il fournit des baies qui sont aussi consommées en hiver par les oiseaux, voilà, tout ça. Donc, c'est vraiment une plante qui est très intéressante à avoir en bordure. Après, vous avez d'autres plantes, comme le phrénoxyphile, le compagnon blanc, le bleuet. Le bleuet, c'est une plante qui possède ce qu'on appelle des nectaires extrafloraux. Ça veut dire que la plante produit du nectar même lorsqu'il n'y a pas de fleurs. Lorsque la fleur est en bouton, par exemple, vous avez des petits points rouges sur les écailles. Eh bien, ces petits points rouges, ce sont des glandes à nectar. Et ça fournit du nectar même quand la plante n'est pas en fleur. Alors, vous avez d'autres plantes qui font ça. Vous avez les merisiers notamment, certains cerisiers aussi. À la base du pétiole, vous regarderez, vous voyez une petite boule rouge à la base du pétiole des feuilles.
Cette petite boule rouge, c'est une glande à nectar. Alors, une glande à nectar qui n'est pas sur une fleur, c'est fait pour quoi? C'est fait tout simplement pour attirer des insectes qui viennent se nourrir là, et ces insectes-là vont en profiter pour se nourrir ou pondre dans les colonies de pucerons, et donc nettoyer l'arbre, protéger l'arbre. Dernière plante, c'est le lierre. Alors, le lierre, c'est une plante qui est très intéressante, bien qu'elle ait une réputation assez négative auprès des propriétaires d'arbres, puisque souvent on dit que le lierre étouffe les arbres. Alors, normalement, le lierre ne pousse pas assez vite pour étouffer un arbre, sauf si l'arbre pousse pas vite et que le lierre est particulièrement vigoureux. Mais la plupart du temps, dans une haie, quand vous avez du lierre, alors je ne parle pas en production fruitière, je ne parle pas de verger, je parle de haie. Quand vous avez du lierre dans une haie, si vous pouvez, gardez-le, parce qu'il a une floraison très tardive en saison et il garde ses feuilles en hiver. Donc la floraison très tardive en saison, ça va nourrir là encore les insectes pendant une période de l'année où il n'y a pas grand-chose d'autre à manger. Et ensuite, il garde ses feuilles en hiver et du coup, il sert de protection pour un grand nombre d'auxiliaires. Donc c'est une plante qui est très intéressante. Donc à limiter dans certains cas, mais surtout ne pas éliminer. Et puis, je terminerai en disant que ça marche pas à tous les coups. Quand on fait des aménagements, quand on se dit mais pourtant j'ai plein de haies, j'ai des fleurs et tout ça, et pourtant j'ai des problèmes de pucerons, et pourtant j'ai des problèmes de... Voilà. On est dans un système extrêmement complexe. On est à un niveau d'interaction entre tous ces organismes qui est très 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 compliqué. Vous agissez sur une petite chose et vous entraînez des conséquences sur un grand nombre de maillons de cette chaîne. Mais en fait, on ne sait jamais exactement vers où on va ou quel va être l'effet désiré, est-ce qu'on va l'obtenir ou pas. Et c'est pour ça qu'il est toujours très important, quand on rentre dans une démarche, de se dire bon, mais je vais essayer d'utiliser la biodiversité. C'est important d'essayer de ne pas le faire tout seul, d'être à plusieurs pour pouvoir discuter, de se dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, j'ai eu ce résultat, pas moi, mais pourquoi, quelles étaient les circonstances, quelle a été la climatologie, ça peut jouer, quelle est la nature du sol, parce que la nature du sol va jouer, etc. On est dans un système extrêmement complexe. Donc c'est souvent un peu frustrant parce que on ne peut pas apporter une recette toute faite. Si vous me demandez, moi j'habite là, je voudrais faire ça, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas vous dire il faut planter un sureau, il faut planter un chêne, il faut planter je sais pas, semer du bleuet ou des choses comme ça. C'est très compliqué d'expliquer ça parce que ça va dépendre d'un grand nombre d'interactions. Ça va dépendre aussi du paysage environnant proche et puis éventuellement du paysage environnant à quelques centaines voire quelques kilomètres d'où vous êtes. Donc c'est quelque chose qu'il faut partager, il faut observer. L'essentiel, c'est aussi ça, c'est savoir regarder, commencer à regarder qu'est-ce que je vois comme auxiliaire, est-ce que les ravageurs que je vois dans les colonies de pucerons, parce que ça c'est facile à observer, dans une colonie de pucerons, est-ce que je vois des momies, est-ce que je vois des larves de coccinelles, est-ce que je vois des larves de cirphe? Et quand on commence à observer, on commence à se rendre compte de l'efficacité que peut avoir la biodiversité pour contrôler une colonie de pucerons, à contrôler un certain nombre de ravageurs. Mais sans observation et sans discussion, c'est toujours très compliqué à voir. Et on a toujours la tentation de se dire, au bout d'un an ou deux, non, ça marche pas, donc j'abandonne. C'est des méthodes aussi qui sont des choses qui nécessitent une vision à moyen et à long terme. Donc c'est pour ça aussi que c'est quelque chose qui est un peu compliqué à mettre en œuvre en agriculture, et je pense que Marc Dufumier a dû le dire hier, c'est que c'est des techniques, c'est des systèmes qui ont besoin d'un certain temps pour être opérationnels. Et on peut même pas dire combien de temps il va falloir pour que ça soit opérationnel, parce que ça va dépendre d'où on part. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué. Voilà, je vous remercie. Et puis bon, j'ai été un peu longue, mais s'il y a des questions, je veux bien répondre. Pour ceux qui n'ont pas trop froid, vous pouvez
discuter avec Véronique Sartou et lui poser toutes les questions qui vous feraient plaisir. Oui, on a deux questions. On a deux questions. La première question, c'est est-ce qu'il y aurait un prédateur pour le... Je crois que c'est un hétéroptère. On appelle ça le gendarme ici, là. Oui. C'est un détritivore, le gendarme. Voilà. Est-ce que c'est nuisible pour... Non. Non. Ça mange des petits bouts de végétaux décomposés, enfin en cours de décomposition. Parce qu'on en a dans les souches d'arbres et on a l'impression que non, ça vous détruit pas un arbre, ça vous tue pas un arbre. D'accord. C'est là parce que l'arbre a de la matière morte entre guillemets à manger, mais ou alors il est dans un abri, mais ça vous détruit pas un arbre. C'est pas lui qui va le tuer. Lui, il vient après. Et la deuxième question, est-ce qu'on a trouvé quelque chose pour la cloque du pêcher? Alors, non. Non. Là, non. Malheureusement. Voilà. Et les insectes auxiliaires, on peut en acheter en tant que particulier maintenant? Alors, les auxiliaires, on peut en acheter. Ça se fait beaucoup sous serre. Hein, il y a possibilité d'acheter des auxiliaires pour lutter contre un certain nombre de ravageurs plutôt sous serre. En grande culture, à l'extérieur, on va dire, c'est plus compliqué parce que vous lâchez quelque chose, mais vous savez pas, vous n'êtes pas sûr qu'il va rester à l'endroit où vous auriez aimé qu'il soit. Donc ça se fait pas trop, mais vous pouvez acheter des coccinelles, des cirques, des parasitoïdes, tout un tas de choses. Oui, c'est possible. Mais bon, quand on est sur des choses qui se font à l'extérieur, en jardinage, hein, vous pouvez acheter aussi des coccinelles, vous pouvez acheter des nématodes qui sont des petits vers qui vivent dans le sol pour lutter contre les limaces, par exemple. Alors ça, vous pouvez le faire en jardinage, éventuellement en maraîchage. Sur des grandes cultures, ça se fait pas parce que c'est des coûts après qui sont trop importants. Mais oui, on peut les acheter. Mais l'idéal, c'est d'essayer, surtout si on a des cultures qui sont en extérieur, c'est d'essayer de les favoriser. Ils sont quand même dans la région, on est quand même pas trop mal pourvu, on va dire. Ça dépend des zones, hein, mais globalement, il y a quand même ce qu'il faut. Donc il faut les favoriser, essayer de les avoir autour, quoi. Voilà. Je vais me permettre de répondre pour la cloque du pêcher. Vous savez, il y a des variétés, des différences de sensibilité très importantes entre les variétés et des différences de comportement entre les régions. C'est vrai que lorsque l'on est dans les régions humides comme le Béarn ou le Pays Basque, surtout cette année, les attaques de cloques les développements de cloques ont été très importants. Mais ceci dit, les variétés sont plus ou moins sensibles. Et lorsque l'on est dans une région qui développe beaucoup la cloque, il faut vraiment faire très très attention à ne pas acheter de variétés sensibles. Donc toutes les variétés modernes sont actuellement extrêmement sensibles. Et parmi les variétés anciennes, il y a un gradient de sensibilité, c'est-à-dire certaines ne le sont pas du tout et certaines le sont moyennement. Et l'exemple qu'on a pour nous, c'est la roussanne de Monin qui est plantée dans la région de Monin. Et la roussanne de Monin, à Montesquieu, est très peu atteinte, vraiment très très peu atteinte, alors que quand elle retourne dans son village d'origine, en Béarn, eh bien elle est atteinte, et plus que les autres variétés anciennes. Donc l'idée, c'est quand même de faire un minimum de traitements qui vont limiter les cloques très très tôt en saison. Souvent on pense à traiter la cloque au mois de mars, là c'est archi foutu. Et pour le coup, on a des coccinelles qui mangent les spores de cloques. Donc ça diminue la population, enfin la cloque pour l'année d'après, mais pas pour le moment présent. Et donc c'est à peu près vers le 15 janvier qu'il faut commencer à faire les premiers traitements, soit avec du cuivre, en sachant que les bouillies bordelaises et le cuivre, c'est pas du tout bon pour le sol, soit avec d'autres produits comme des purins de prêle, qui vont avoir un effet qu'on ne connaît pas bien, mais qui vont avoir un effet pour diminuer la pression parasitaire. Bonjour. Est-ce que vous enseignez la biodiversité dans les écoles d'agriculture, d'ingénieurs et compagnie? Alors, la biodiversité, ça dépend des écoles, ça dépend des niveaux. Il faut savoir quand même que globalement, ça commence à rentrer dans les écoles. Alors bon, moi j'ai mon mari qui est enseignant-chercheur à l'agro à Toulouse. La biodiversité y est enseignée. Dans un certain nombre d'agros, maintenant, ça commence. Donc, les ingénieurs agronomes commencent à en entendre parler. Dans les écoles d'agriculture, ça dépend. Ça dépend aussi de la sensibilité des enseignants, on va dire. Et puis, dans les lycées agricoles, c'est encore plus
c'est encore plus problématique, sachant qu'il y a des nouvelles instructions pour l'enseignement agricole et que normalement, dans les nouveaux programmes, il devrait y avoir un enseignement sur la biodiversité, sur l'intérêt de la biodiversité. Le problème est que les enseignants ne sont pas forcément formés pour ça. Donc quand il faut monter un enseignement du jour au lendemain, c'est pas évident. Alors bon voilà, ça commence. Mais par contre, de plus en plus, les agriculteurs se forment à la découverte un peu de la biodiversité. Alors on est encore loin d'avoir formé tous les agriculteurs, mais bon, il y a par exemple l'organisme qui forme tous les conseillers agricoles, donc l'organisme des chambres d'agriculture, de formation des chambres d'agriculture, commence à se préoccuper de façon assez sérieuse de la biodiversité et de former les conseillers agricoles. Donc c'est déjà un premier point. Et il y a des conseillers agricoles qui forment ou qui font former leurs agriculteurs quand même à ça. Donc ça progresse. Peut-être pas assez vite, mais ça progresse. Merci. J'avais une autre question. Vous avez montré un exemple de culture avec des arbres, notamment avec des noyers, oui, qui permet d'avoir donc à la fois, là il y avait un exemple de blé, la récolte de la noix et l'arbre plus tard dans quelques années. Est-ce qu'il y a d'autres types d'arbres qui permettent de faire ce bénéfice, ce triple bénéfice, bois, récolte de l'arbre et culture? Traditionnellement, il y a les prés-vergers aussi. Donc, par exemple, en Normandie, les pommiers, hein, avec de l'élevage sous les pommiers. Donc, il y a ça, mais ça implique quand même de l'arbre de plein vent. Et c'est vrai qu'en termes de gestion, c'est pas forcément non plus. On peut pas imaginer faire de la pomme à couteau. Enfin, Evelyne me reprendra si nécessaire, mais la pomme à couteau en verger de plein vent avec des brebis dessous, je sais pas si c'est facile à envisager, quoi. On ne peut pas dire que ce soit vraiment facile à envisager, mais peut-être parce qu'on ne l'a pas encore envisagé et qu'il y a sûrement un travail à réaliser là-dessus. Et il n'y a pas d'incompatibilité majeure, sauf qu'on n'est pas encore bien organisé pour le faire. Oui, je me demandais à votre sourire, là, une tentative d'explication. Est-ce que ces systèmes de lutte effectivement contre les prédateurs, ça va directement contre les intérêts de toute l'économie du phytosanitaire, quoi? Donc il y a un barrage, non? Est-ce on peut oser c'est assez incroyable qu'en France, terre agricole s'il en fut, il y ait autant de retard. Là, je viens d'acheter un produit qui vient d'Autriche. Enfin, c'est affolant, quoi. En matière de bio, en matière d'équilibre, en matière de culture maraîchère, etc. Enfin, il y a bien des raisons quand même radicales. Il y a des raisons, mais je pense que c'est très complexe parce que c'est aussi lié à la mentalité française aussi, qui veut des preuves et qui est un peu sceptique. Puis bon, il faut savoir que les agriculteurs sont des fois prêts à y aller, mais c'est l'économie qui les bloque aussi. Donc le problème, il est vraiment très complexe. Je pense pas qu'on puisse dire que on soit en retard vraiment par rapport à d'autres pays, peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. Mais quand vous commencez à vouloir aller dans ces systèmes-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on part d'une base où l'agriculteur, il est dans un système où il a utilisé des produits phyto, que ce soit des herbicides, des insecticides, des fongicides, et où il a un système qui, économiquement fonctionne. On remet beaucoup de choses en cause. Et économiquement, c'est pas toujours facile. La transition est pas toujours évidente. Donc voilà, c'est souvent aussi pour des raisons comme ça. C'est que économiquement, il faut pouvoir continuer à vivre, et c'est pas toujours facile. Pourtant, il y a quand même l'économie traditionnelle, l'agriculture traditionnelle détenait un certain nombre de ces savoirs, même si on est allé beaucoup plus loin. Donc ça va. Oui. On a fait une croix là-dessus. Il y a eu 2-3 générations d'agriculteurs productivistes et maintenant, il faut en faire un petit peu marche en arrière. Oui, mais après, il y a plein de choses. Oui, mais enfin, il y a un savoir à récupérer. Enfin bon, on peut... Mais ce savoir, même qui peut permettre de travailler autrement, d'investir moins, de coûter moins, de diminuer les coûts.
de retrouver de la qualité, du goût, ce qui est recherché aussi par au moins une certaine partie des consommateurs. Bon. Ouais, il faut aussi que le consommateur soit prêt à la payer, cette qualité. Moi, c'est terre à terre. Est-ce que vous avez jamais vu les gens qui mettaient des coquilles d'œufs au pied des arbres fruitiers ou accrochés sur les branches Alors j'en ai vu, mais je ne sais pas quelle efficacité ça a. Mais il me semble que j'avais lu qu'elle savait une base scientifique dans la mesure où il y avait des fourmis qui marchaient sur les coquilles d'œufs et en allant sur les arbres, ils transportaient je ne sais quelle substance qui se trouvait sur les coquilles d'œufs et ça protégeait l'arbre. Non. Alors moi je ne sais pas. Là j'avoue que je ne peux pas vous répondre là-dessus. Y répondre partiellement. C'est vrai que il y a une pratique traditionnelle, je ne sais pas exactement de quand date cette pratique, mais certains l'utilisent, mettent des coquilles d'œufs non cuits, hein, bien sûr, des œufs frais, sans l'œuf, enfin bref, la coquille seule, dans des sacs accrochés en particulier sur les pêchers, parce que je ne connais cette pratique que sur le pêcher, pour lutter contre la cloque. Bon, j'ai quand même remarqué qu'il y a toujours de la cloque sur les pêchers qui ont les coquilles d'œufs, mais peut-être moins, et certains sont absolument certains que ça marche à fond. Bon. Qu'est-ce qui peut bien se produire? C'est probablement une émission d'un produit sulfuré ou de soufre. Bizarrement d'ailleurs, puisque on n'utilise pas le soufre pour traiter contre la cloque, mais on utilise du cuivre. Mais je ne sais pas si dans la salle certains l'utilisent ou connaissent la pratique. Bon, moi je ne sais pas y répondre. Déjà on ne l'a pas essayé et ce qui est assez étonnant, c'est que ça soit reproduit, et y compris dans les journaux, comme information, comme une réalité, quelque chose qui marche très très bien. Alors je pense que la seule solution pour vérifier, c'est que vous essayiez vous-même. Alors en plus d'histoire des fourmis sur les coquilles d'œufs, alors là pour le coup j'en ai vraiment jamais entendu parler et je ne l'ai jamais vu. Mais oui, mais le soufre, bizarrement, n'intervient pas pour lutter contre la cloque. Ça serait, alors il faudrait que ça émette du zinc, par exemple, parce que le zinc, là pour le coup, est un métal qui tue les champignons de la cloque. Mais bon. Oui. Alors, c'est pour dire par expérience, sur le pêcher par Charleroi, on a mis des coquilles d'œufs. Alors, les voisins, ils disent, mais qu'est-ce qu'il a ton arbre? On dirait un sapin de Noël. C'est-à-dire que, voilà, j'en mets beaucoup, qui sont on les met dans des filets de boules de graisse. Alors, on a remarqué qu'il n'avait pas de cloque depuis 2 ans. Et là, au printemps, il a eu la cloque. Je pense qu'il y avait aussi le problème d'humidité, et on a coupé toutes ces feuilles qui étaient cloquées et il a plus de cloque. Voilà. Et on a mis aussi des dalles de zinc au pied. Voilà. Et on avait fait cette expérience sur une pêche de vigne sanguine qui est très tardive. Mais en même temps, on avait amené beaucoup d'amendements nutritifs et organiques au niveau du sol, et il n'a plus de cloque. Ça date d'il y a déjà, on a fait pendant 7-8 ans cette expérience avec coquilles. Donc, faisant beaucoup de pâtisserie, j'ai beaucoup de coquilles, et voilà. Et je trouve que c'est intéressant aussi. Bon, je suis moyennement convaincue, et malgré tout, je ne vais quand même pas vous désespérer, mais Charleroux et la pêche sanguine sont des variétés très peu sensibles, donc vraiment, la meilleure solution, c'est de travailler avec des variétés qui sont déjà, avant tout, peu sensibles à la cloque. Oui, bonsoir. Alors, moi, j'ai remarqué, en faisant des tas de compost, qu'il y avait des larves qui ressemblent à des larves de hanneton. Je pense que ce sont des larves de cétoine, peut-être. Peut-être. Elles sont entre le sol et le compost, au ras du sol. Est-ce que ce sont des larves utiles ou nuisibles? Il faudrait savoir, mais c'est vrai que chez les coléoptères, vous avez de tout. Ouais. Dans les composts, on observe beaucoup de larves de coléoptères, mais savoir comme ça ce que c'est comme larves, elles vont consommer des débris organiques, donc de toute façon, elles vont concourir à l'évolution de votre compost. Après, est-ce qu'elles vont aller causer des dégâts plus tard sur les cultures ou sur les vergers Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Une fois, en tamisant mon compost, j'avais remarqué ces gros vers blancs.
Oui. Je croyais que c'était des larves de hanneton. En fait, c'était des larves de cétoine parce qu'elles ont des pattes beaucoup plus courtes que les pattes des larves de hanneton. Et pour m'en débarrasser, je les avais mis dans un bocal avec des déchets de bois. Et puis je les avais oubliés quelque temps. Et je m'étais aperçu qu'elles avaient dévoré carrément, qu'elles avaient décomposé tout le bois et l'avaient transformé en compost très rapidement. Ah oui, mais c'est des insectes entre guillemets qui sont utiles. On les classe pas forcément dans les ravageurs ou dans les auxiliaires parce qu'il n'y a pas de lien direct vis-à-vis de la production agricole. Mais en fait, tous entre guillemets ont leur utilité. Mais voilà, les cétoines, c'est vrai que les larves vont décomposer en partie le bois. Donc dans un tas de compost, c'est pas inutile. Alors les adultes, normalement ils préfèrent souvent la plupart du temps les fleurs, mais c'est vrai que ils peuvent attaquer les fruits aussi. Mais ils sont pas non plus classés quand même dans les ravageurs dans le sens où normalement s'il n'y a pas des invasions, il n'y a pas trop de problèmes, quoi. Oui, je vais vous demander aussi, est-ce que vous avez une technique pour se débarrasser des liserons et des chardons dans un potager? Alors pour le chardon, ce qui marche bien, c'est d'immobiliser votre petit carré avec de la luzerne. Ça c'est une bonne technique, et de faucher. Parce que la luzerne supporte très très bien la fauche. Elle a un système racinaire qui est étouffant quand même, qui va bien occuper le terrain. Et en plus, le fait de faucher, vous allez épuiser le rhizome du chardon. Et il finira par plus repousser, quoi. Et actuellement, cette saison, pour les arbres fruitiers, est-ce qu'il faut, à la chute des feuilles, continuer à mettre de la bouillie bordelaise ou d'oxychlorure de cuivre, ou également des savons pour faire tomber du savon noir pour faire tomber les lichens et compagnie? Si on fait tomber les lichens, Moi, je suis pas compétente là-dessus. Ouais. Peut-être que... Je ne pense pas que le savon ait une utilité contre les lichens, et je ne suis pas sûre que se débarrasser des lichens soit utile. Oui. Non, parce que le lichen, ça profite. Enfin, il vit en surface, mais il va absolument rien faire en dessous. Donc, il est pas, il y a rien en défaveur de l'arbre qui est dessous, quoi. C'est un abri pour les auxiliaires? Ah oui, ça peut être un abri pour les auxiliaires, oui. Pour l'hiver. S'il y avait une recette magique. Non, si j'avais une solution pour les liserons, je peux vous dire que je serais riche. Alors après, j'avais rencontré une agricultrice en biodynamie qui faisait du poivre de liseron et qui m'a dit que ça marchait très bien, elle n'avait pas de liseron dans son jardin. Du poivre de liseron, c'est-à-dire, je crois que il faut le faire brûler. Et en fait, c'est la cendre qu'on récupère et qu'on met dans de l'eau dynamisée et que voilà. Mais donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, eh bien, merci Véronique. On a passé un bon moment à entendre parler de la biodiversité et comme d'habitude, on en sort enrichi. Merci à vous.